Et salut à tous, bienvenue dans le OG Show avec votre chauve préféré Alivador aka Omibozu aka le clochard numéro 1. Je me suis nommé Douglas Binder, pour ceux qui savent, les vrais savent. On va d'abord aborder la deuxième partie consacrée à Monsieur Key aka John Woo sur sa carrière aux États-Unis. Et on a décidé de vous parler d'un film. Mais comme nous, chez OG, on fait les choses à l'envers, on aurait dû parler de ce film en premier et après Volte-Face. Mais voilà, c'est des erreurs de débutants, on accepte, c'est comme ça, c'est le métier qui rentre. Et on va parler d'un film de beaux gosses, avec des moins beaux gosses, de l'amour, de la haine, du racisme. J'ai nommé Chasse à l'homme, a.k.a. Hard Target, ou bien encore La Cible au Québec. Jingle! À la Nouvelle-Orléans, dans les bas-fonds du vieux sud, loin de la musique et des lumières, un nouveau jeu fait fureur. On vous fournira un guide, des rabatteurs et les armes de votre choix. Je viens signaler une disparition. C'est un jeu mortel. Notre gibier est exclusivement constitué de spécialistes du combat, d'hommes dont le talent aiguise notre plaisir de chasseur. Où l'on gagne à tous les coups. Vous voulez retrouver votre père? Cherchez-vous un guide qui connaisse bien la ville. Pour les résistants, c'est l'homme de la dernière chance. C'est un drôle de nom, Chance. Maman, prenez des risques. Alors, notre ami Monsieur Boudreau, médaille militaire, chef de commando dans les Marines. De toute évidence, quelqu'un à ne pas sous-estimer. Il commence à m'énerver, cet insecte. Et un insecte, ça s'écrase. C'est pas le moment de moisir ici. Les femmes d'abord. Quoi? Ces hommes vous pourchassent pour l'argent ou pour le plaisir? Pour les deux. Au fond, t'as du bol, tu vas aller retrouver Elvis. Arrête les French. Jean-Claude Van Damme est la cible vivante. Je t'ai beaucoup manqué. Un film de John Woo, le réalisateur de films d'action de renommée internationale. Ça fait quel effet de servir de gibier? Tu vas me le dire. Chasse à l'homme. Hard Target. Et aujourd'hui avec moi, pour parler de ce film, le président de l'association parents d'élèves, j'ai nommé ABD aka le clochard numéro 2, Elijah Roper. Applaudissements s'il vous plaît. Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? On est là, hein. Ah, je suis un espèce de clochard, mais par contre, je vais tenir longtemps, les gars, vous allez pas pouvoir me fumer. Pour ça, qui savent, Elijah Roper. Elijah Roper a la meilleure séquence, pour moi, je trouve, que comparé à Douglas Binder, même si Douglas Binder est plus vétéran dedans. Non, et Elijah, il tient plus longtemps, et d'ailleurs, il prend une double sauce, mais bon, on en reparlera après. Bon, bah, le gros de l'émission, on va parler de Chasse à l'homme. Il y a des choses à dire sur ce film. Ah oui. Il a mal vieilli. Pour certains, c'est devenu un vrai nanar, mais pour moi et ABD, nous, on est fans de Van Damme, donc ce film, pour moi, je le kiffe, je prends toujours du plaisir. Mais surtout, c'est un film qui a permis d'ouvrir les portes à John Woo aux USA. C'était son premier film. Et qui a permis des films derrière comme Volte-Face ou Mission Impossible 2 par la suite. Et aussi, ça a aussi montré les difficultés qu'a eu John Woo face aux studios US qui, après, grâce à ce film, lui ont donné plus de liberté. Donc, dans le cast, John Woo à la réal, on a Van Damme, on a Lance Henriksen, qui pour moi, à part ce film, et Alien 2, je connais rien d'autre de lui. Non, je crois qu'il fait rien d'autre. Hein. Non, bah elle en a fait d'autres, mais moi je le retiens que de ça. Dans Alien 2, magnifique, et dans Chasse à l'homme, d'une tuerie. On a aussi Arnold Vosloo, que j'ai souvent confondu avec Billy Zane. Arnold Vosloo, c'est celui qui fait la momie. Et je sais pas, je dis plus que c'était Billy Zane. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve qu'il y a une ressemblance. Ouais, et d'ailleurs, pour la MIF, c'est un Africain. Hein. Vosloo? C'est Ouais. africain? Ouais, c'est ça. Oh shit. Shit. Wakanda forever, bro. Après, on a Cassie Lemons, qui est la policière super jolie, mais voilà quoi. J'aurais à dire sur elle après tout à l'heure. Hein. Ouais, on va lui réserver un petit. Ouais, il y a un petit traitement de faveur, elle. Il y a Yancy Butler. Pour moi, c'est la
la sidekick qui soit, c'est vraiment littéralement sois belle et tais-toi, tu vois. C'est vraiment ça. C'est ça. Il y a Willie C. Carpenter, notre Elijah Roper national, qui, au début, enfin, même pas au début, à l'époque, je pensais que c'était Trivette, hein. Tu me crois, quand j'étais petit, je pensais que c'était Trivette c'était lui, parce que je le voyais souvent dans des seconds rôles, dans des trucs comme ça à la télé, et j'ai toujours pensé que c'était Trivette. Ouais, c'est vrai qu'il a un air, mais Donc, il est beaucoup plus vieux. Ouais, bah, après, tu grandis, mais tu fais pas ce genre de recherche. Bref. Ouais, c'est vrai. Et on a Wilford Brimley, oncle Dovey, le plus français des Américains. Il y aura une aparté sur Dovey. Hein. Ah, c'est mon gars sûr. Bah, le film, déjà, le box-office, le film, c'est un budget de 20 millions. Il en a rapporté 74 millions. Et bon, je trouve que c'est un beau succès, pour moi. Surtout que par la suite, dans Volteface, je crois qu'il a 50 ou 80 millions pour le budget, un truc comme ça. Ouais. Donc avec 20 millions déjà, il nous a fait un petit John Woo des familles. Maintenant, première question, ABD, toi, t'en as pensé quoi quand tu l'as revu pour l'émission? Bah, comme on en a parlé en off, mais moi, tu vois, j'avais l'impression de pas l'avoir vu. Mais en fait, c'est faux parce que j'ai plein de brides de souvenirs où je voyais des flèches et ce genre de trucs. Et je me rappelle que mon père m'empêchait de regarder ce film-là parce que c'était considéré comme un film un peu gore à l'époque. Ouais. C'était un des seuls Van Damme où on n'avait pas le droit de le voir parce que c'était un peu plus dark, un peu plus sanglant. Tu sais, Van Damme, c'est souvent coup de pied retourné, beau gosse, bisous, danse. Et sur celui-là, il y a un truc un peu où Van Damme, il est un peu plus létal. Et donc là, quand je l'ai revu, moi, j'ai pas aimé parce que je le regarde avec mon regard d'aujourd'hui. Ouais. Je l'ai regardé une deuxième fois après, je me suis dit, attends, ABD, tranquille. Et je l'ai regardé en VO et je l'ai regardé en mode John Woo. Et je me suis dit, non, en fait, c'est une masterclass. Pourquoi c'est une masterclass? Parce que aujourd'hui, là, dans l'ère où on est, ce film, il est incroyable. Il brise tous les codes. En fait, franchement, de tous les films qu'on a fait depuis le début, c'est celui-là que je recommande le plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère un peu, surtout là, avec ce qui se passe en ce moment, où on est un peu dans une ère un peu aseptisée. Ouais. Ce film-là, il brise tous les codes. Ce film n'en a rien à foutre. Il va au bout de son idée. Et peut-être pas parce que on y viendra, mais c'est un peu bridé. Mais putain, le film, il fait ce qu'il a envie, quoi. Et au final, c'est ça, une œuvre d'art. C'est moi, j'ai envie de vous transmettre un message et je le fais. Et c'est ce qui fait John Key. Ouais, bah, totalement d'accord. Après, t'as vu de cette période des années 90, Van Damme, ça y est, il est en mode, pour lui, c'est une superstar mondiale. C'est vraiment montrer mes fesses, montrer mon corps, c'est ma marque de fabrique. Les gens, ils viennent me voir moi, ils se battent les reins du film, tu vois. Il était vraiment dans ça. Donc, il a ajouté beaucoup de scènes de érotisme et tout ça. Fallait qu'il serre les meufs et tout. Donc, je pense aussi que c'est peut-être pour ça que les darons empêchaient un peu certainement de voir ces films. Parce que avant Bloodsport et Karate Tiger compagnie, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Van Damme, il n'était pas vraiment comme ça, sauf les fesses. Les fesses de Van Damme, c'est vraiment sa marque de fabrique. Lui-même, il le dit aussi aujourd'hui. Et c'est ça qui aussi que ça fait que les gens allaient voir. Et beaucoup de femmes allaient le voir aussi, tu vois. Après, on va pas se mentir, tu vois, c'est moi, des fois, j'écoute des rappeurs, je me dis, putain, il est vraiment dans l'ego trip. Mais le premier mec qui est dans l'ego trip, c'est JC, hein. JC, là, dans ce film-là, c'est son, il a raison aussi parce que c'est une mixtape. Il est face à Sly, il est face à Schwarzy, tu vois, il y a tous ces mecs là. Ça c'est vraiment un peu d'ego trip, tu vois, genre vas-y, c'est moi le boss, tu vois. Et c'était vraiment ça. Moi, ça que j'aimais bien, surtout dans les années 90, c'est que ça avait cette guerre un peu. On est tous potos, on a fait le Planète Hollywood, on va manger au resto ensemble. Mais en vrai, il y a une petite guerre interne, tu vois. Planète Hollywood, waouh! Bah ouais. Ouah, tu m'as tué là, putain, j'avais oublié ça. Avec Michael Jackson là. Ah oui, d'accord, oui. Putain, merde, le bon souvenir. Et non, mais c'est pour ça que tu vois que là, John Woo, pour toi, enfin, ce film, vraiment, John Woo, il arrive en Europe. Aux États-Unis, pardon, c'est son premier film. C'est le premier, je crois que c'est le premier réalisateur asiatique justement à Hollywood. Ouais. Et pour moi, il a la pression, tu vois. Pour moi, il a la pression. Il arrive avec son délire et il arrive, on lui impose Van Damme. Lui, de base, il voulait Kurt Russell. On lui impose Van Damme. John Woo est connu pour ses séquences de gunfight, tu vois. Van Damme, dans ses films, il n'y a pas de gunfight. Si tu regardes, c'est que les arts martiaux. Et tu vois, quand il veut faire le chasse à l'homme, lui, il veut pas faire un film d'arts martiaux.
dit c'est bon, j'ai eu ma dose. Moi, c'est gunfight, c'est ça ma marque de fabrique, tu vois. Et surtout, lui, il vient d'une école où les arts martiaux, il y a meilleur. Bon, voilà, je suis désolé, hein, mais il y a meilleur que Van Damme, hein, parce que voilà, quand tu viens de Hong Kong ou de Chine en règle générale, les artistes martiaux sont meilleurs que Van Damme. Van Damme, ce qu'il a de mieux qu'eux, attention, hein, parce que je veux pas que vous dites, voilà, ne me faites pas penser ce que je veux pas. Van Damme, il a quelque chose en plus. Van Damme, il a le charisme et c'est un beau gosse. Et ça veut dire que Van Damme, il a ce que Donnie Yen n'aura jamais, c'est un truc inexplicable qui fait que on a toujours kiffé Van Damme. Et Van Damme, après, dans la technique... les expressions. Ouais, je pense, hein. Les expressions faciales et tout ça, Van Damme, il joue le rôle à fond, en fait. Parce que j'allais dire l'acting, mais non, parce que Van Damme, il est pas dans l'acting, mais Van Damme, il a inventé un truc, c'est qu'il est crédible en tant que badass. Et badass européen, et après, c'est le modèle qu'on nous a vendu, tu sais. Après, moi, j'ai une question pour toi. T'es John Woo, tu viens d'arriver aux États-Unis, on te met Van Damme. Tu mettrais qui à sa place, dans les années 90, tu mets qui à sa place si tu veux pas mettre Van Damme? C'est le seul qui fait des films d'arts martiaux qui cartonne. T'as pas le choix là, c'est Van Damme ou Norris ou mais après, pour moi, Van Damme, s'il y a quelqu'un à changer, c'est Van Damme. Parce que si tu t'adaptes à John Woo, c'est vraiment, comme on a dit, du gunfight, il fait pas d'arts martiaux. Donc là, c'est Van Damme qui a dû s'adapter à John Woo. Mais John Woo lui a fait plaisir en rajoutant des séquences d'arts martiaux. Tu vois, on le voit faire des kicks, etc. et tout. Alors que c'est pas du tout le style de John Woo. Lui, mais est-ce que t'as pas l'impression que c'est John Woo qui s'est adapté à Van Damme là? Justement, dans ce côté-là, parce que Van Damme c'est une superstar. John Woo vient d'arriver. Il est rien. Il est pas connu aux États-Unis. Il est connu si par les fans parce que qui ont regardé ses films avec Chow Yun-fat, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il était attendu par rapport à ça. Mais le délire, c'est que il faut qu'il fasse plaisir à Van Damme qui est une superstar et c'est le studio Universal qui lui impose Van Damme. Lui, il veut Kurt Russell. Kurt Russell, tu le mets dans où il joue Solid Snake là. Comment ça s'appelle? New York, machin, Los Angeles, là, je sais plus, ouais, et tu vois, il est plus entre guillemets charismatique, c'est un blond, il est blanc, tu vois. Et c'est pour ça qu'il lui a apparemment, petite anecdote que je suis pas sûr, mais apparemment le mulet, c'est pour ressembler à Kurt Russell parce que John Woo, il voulait absolument, un truc avec un mec. Voilà, mais par contre, un truc, dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais JCVD mulet, il est invincible. C'est-à-dire que JCVD, quand il a le mulet, ouais. Il est trop fort. C'est Samson. Il tire son énergie de ça. Moi, je suis pas fou quand même parce que j'ai bouquiné parce que vous savez, vous connaissez Old Geek. Je suis allé vérifier. Quand JCVD, il a le mulet, il est invincible. Il met que des raclés. Ouais. Et mais moi, c'est mon héros. C'est ça qu'on aime, en fait. C'est ça qu'on aime. Le JCVD mulet, c'est mon gars. 1 versus 20, il tue tout le monde, tu vois. Il est incroyable, le JCVD mulet. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je me suis défrisé les cheveux, moi, à l'époque, tu te rappelles? Ouais. Je m'en souviens, mais bon, c'était plus pour la période tectonique, mais bon, ça c'est... Oh, ok, c'est bon, merci. Okay. No comment, ici, donc je ne pouvais pas te rejoindre, je pense que je t'aurais rejoint. Bon, on s'égare. On s'égare. On revient. Restons sur le JCVD. Ouais, plus sérieusement, donc oui, John Woo s'adapte à Van Damme en lui rajoutant justement ces séquences d'arts martiaux, tu vois, parce qu'il a des petites phases de combat. Mais voilà, Van Damme, c'est lui qui entre guillemets commence à dicter le choix. Puis derrière, le casting, Lance Henriksen, Arnold Vosloo, ils viennent tous parce qu'ils sont fans de John Woo, pardon. Ils rejoignent direct, tu vois. Et on a Sam Raimi qui est à la production. Incroyable ça déjà. Ils l'ont mis à la production et ils l'ont mis en tant que co-réalisateur, il me semble, co-réalisateur, parce qu'ils avaient peur que John Woo se barre. Et que lui, derrière, récupère et finisse le film. Donc là, John Woo finit le film, mais le film est jugé trop violent par la société qui fait les Peggy, là. Ouais. Il est jugé trop violent. Donc le gars re-shoot 6 fois le film, quand même. 6 fois le film, pour trouver une version abordable qui peut sortir au cinéma. Mais quand John Woo se voit refuser justement son film parce qu'il était trop violent, il savait même pas de quelle scène il parlait, les gars. Ils lui ont dit ouais, c'est trop violent. Donc le gars il a dû refaire. Donc tu vois déjà ça c'est bienvenue à Hollywood, tu vois. T'es maître de rien, tu vois. Si t'es pas quelqu'un, t'es maître de rien. T'es qu'un yes man. C'est ça, c'est un peu le pattern qui va revenir souvent dans le podcast. On a rarement quelqu'un qui peut aller au bout de son idée. Hein. Le seul qui
a pu le faire, c'est Snyder avec ses Snyder Cut. Et Snyder, il a commencé en bas, tu vois, ils ont tous commencé en bas. Et voilà, c'est ça. Snyder, et puis c'est un Américain. Il est arrivé à cette période où, tu sais, on en avait marre des Yes Men, on cherchait plus des films où des gars nous surprenaient et tout, et après on les mettait en avant. Mais il se faisait bouffer après sur des grosses productions aussi. Parce que après lui, t'as vu, il avait Watchmen qui avait pu lui donner un certain crédit, et c'est un Américain, ça veut dire que quand t'es un étranger comme John Woo, t'arrives, ça veut dire que c'est un peu des schizophrènes où on te dit, écoute, on aime bien ce que tu fais en Asie, donc tu viens à Hong Kong, tu viens, mais quand tu vas venir, tu vas faire ce que tu sais faire, et ce pourquoi on t'a fait venir, on va te dire non, écoute, là c'est trop. Et comment, en tant que réalisateur, en tant que scénariste, tu peux développer un produit? C'est pas possible, tu vois. C'est pour ça que ce film, il est un peu bâtard, parce que t'as l'impression que... Alors moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Quand vous allez regarder le film, vous allez voir, je vais pas vous spoiler, mais la scène d'intro qui est un peu badass, où on voit un peu une chasse à l'homme et tout, elle est gore, mais elle est soft. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, après, on peut spoiler en vrai. Le mec, il se reçoit une multitude de flèches. Il y a pas trop de sang, tu vois. C'est censé être un truc où tu te dis, ah putain, les mecs, ils sont inhumains. C'est une chasse à l'homme. C'est comme du bétail. C'est comme quand on voit les chiens sur les sangliers. Mais quand tu regardes, tu te dis bon, c'est un peu dur. Il tombe. Mais parce que, en fait, c'est le découpage qui est pas bon, parce que. On va en reparler après. On peut en parler, on peut l'aborder. Moi, je propose. C'est que là, en fait, c'est la version cut, d'accord. Il y a une version, celle qui est sortie au cinéma, elle était vraiment censurée. Ils ont enlevé plein de scènes. Ils ont dû re-shooter certaines scènes parce que, comme je vous ai dit, jugé trop violent. Voilà, il y a 3 versions. T'as la version japonaise qui était plus sanglante apparemment. Mais ça, je l'ai appris vraiment en creusant là les recherches pour l'émission. J'étais vraiment dans l'ignorance, hein, je savais pas tout ça. En creusant pour l'émission, j'ai vu qu'il y avait, on a vu qu'il y avait 3 versions, et la version japonaise était la plus gore. Donc du coup, elle est ressortie en 2007 en Blu-ray, et en fait la version européenne qui est sortie pour, internationale entre guillemets pour Chasse à l'homme en Blu-ray, c'est la version japonaise qui était sortie au cinéma à l'époque. C'est ça. Exactement, c'est ça. Et après il y a la fameuse, comment ils appellent ça là, bon, on va l'appeler la Woo Cut, celle qui est jamais sortie, mais bon elle a fuité. Et là, on voit vraiment toutes les scènes que John Woo s'est vu refuser ou a supprimées. Et ce qui est intéressant avec cette Woo Cut, c'est que vous voyez vraiment que c'est une fuite, parce que, par exemple, si vous la regardez en VF, la Woo Cut, elle sera en VO, elle sera filmée avec une qualité moindre. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas destiné à être vu. Je crois qu'elle est même pas sortie. C'est vraiment encore le compteur et tout ça. Ouais, tu peux la trouver sur Internet, quoi. C'est un vrai leak. Et là, vraiment, on revoit dans cette version, pour moi, quand j'ai regardé un peu les extraits, c'est l'image que John Woo reflétait dans ses films avec Johnny Fat, tu vois. Ce qu'on peut voir dans The Killer ou Syndicat du crime sur certaines séquences, c'est vraiment cette image qui était reflétée. Et je pense que si cette version-là serait sortie, aujourd'hui, Chasse à l'homme serait vraiment top film. Pour moi, dans les films d'action des années 90, serait top film. Alors on est d'accord là-dessus, parce que moi quand j'ai regardé le film, je vais pas vous mentir, c'est Ali qui me l'a proposé pour qu'on reste sur l'arc John Woo. Quand je l'ai regardé, je me suis dit putain, c'est nul. Et après j'ai bouquiné et je suis tombé sur cette Woo Cut, et quand j'ai vu la Woo Cut, ça m'a fait passer un peu du Tarantino, parce que vous savez, vous avez des impacts de balles qui vont rentrer par exemple à l'épaule à l'entrée et à la sortie, et la sortie elle explose. Ouais. Moi, ça me parle, ça, et surtout quand les impacts de balles, ils projettent des corps, quand c'est une femme qui se prend des balles. En fait, on a tout un état d'esprit qui aujourd'hui est intolérable. Et moi, quand j'ai revu ça et que je me suis dit putain, mais franchement, aujourd'hui en 2023, ce film-là, il n'y a pas une minute qui est diffusable. Regardez, c'est un film que vous allez jamais voir sur TF1, sur W9. Regardez bien. Mais pourquoi? Vous voyez bien que aujourd'hui, tous ces films là dont on parle, même Volte-Face, ils passent plus. Et c'est aussi une discussion à avoir, mais on l'aura pas aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Mais c'est quand même une réflexion à avoir. Pourquoi tous ces films là, cette vision de la vie à l'époque, aujourd'hui, elle est intolérable. Moi, je pense parce qu'après peut-être ils veulent supprimer
l'ancien âge et imposer le nouvel âge à la nouvelle jeunesse. Après, je sais pas, tu vois. Ça dépend, parce que des darons survivants qui vont montrer ça à leurs enfants, tu vois. Non, parce qu'à cette époque-là, il y aura toujours des films qu'on va regarder, tu vois. On va toujours avoir La Caverne de la Rose d'Or, L'Histoire sans fin, tous ces films de ouais, mais après, ça reste soft. Dans moi, voilà, je parle d'un film d'action. Oui. Où, regarde, c'est simple, la séquence où Van Damme rencontre justement comment elle s'appelle, Natasha. Oui, Natasha. Natasha, tu sais, quand tu sors du bar et elle se fait agresser par des mecs, tu vois, et Van Damme arrive déjà en mode beau gosse. L'agression est incroyable. Gosse, et il arrive, il dit au gars, tu prends ta copine en parlant de son pote et tu te casses. Tu vois déjà. Donc aujourd'hui, tu peux interpréter ça sur ce côté, vas-y, macho, mec et tout, nanani. Bref, après, il leur casse la gueule. C'est ça qu'on aime. Moi, il leur casse la gueule. Il y a des petites chorés sympas. Vas-y. Mais tu vois, il y a certains dialogues. Je pense que c'est ça aussi, parce qu'on est vraiment dans la testostérone à mort, là. Tu vois, le mec qui barbe, cheveux longs. Ah non, mais là. Mais je crois qu'il a une montre à $2000. Pour un SDF, je trouve que ça paye, t'as vu? Et non, là, on est sur le bien moulant. Et t'as vu sa petite séquence où il pousse sa veste pour montrer sa cuisse. Genre, en temps normal, les gens, ils montrent, ils ont un gun. Non, lui, il te montre sa cuisse. Il te dit, gros, ça va partir. Tu vois, ça va partir comme une balle. C'est ça que j'aime. Tu vois, il a regardé, il a poussé sa veste. Et tout le monde pense qu'ils vont avoir un gun, mais non, c'est juste sa cuisse. Et là, bam, il lance. Non, le film, il a plein de trucs, mais même ce qui est intéressant, c'est sur la VO, comme je sais que tu l'as vu, l'accent de Van Damme, le fait que il est en Louisiane et que c'est pour ça qu'aussi il a été tourné en Louisiane, c'est pour justifier l'accent francophone, parce que voilà, Nouvelle-Orléans, c'était une ancienne colonie française, etc. On refait pas l'histoire, vous cherchez par vous-même. Il y a quelque chose moi qui m'a fait un peu marrer, parce que moi je suis noir, tu vois. C'est le traitement des blagues dans le film. Et c'est super marrant parce que en fait aujourd'hui tu vas souvent trouver voilà, on est dans l'ère du Wakanda, etc. Mais aujourd'hui moi je vous le dis, moi le traitement des personnages blacks dans ce film, je trouve ça super marrant. Pourquoi? Parce que tu vises qui quand tu dis ça? Alors écoute, je vais expliquer. C'est-à-dire que en fait quand quelqu'un va regarder le film, il y a la personne qui va le prendre premier degré va te dire les personnages noirs, ils meurent et tout. Mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que les personnages de John Woo, ils ont pas de couleur. C'est-à-dire que la fliquette, elle est fliquette pas parce qu'elle est noire, c'est parce que il fallait une fliquette qui tombe. Il fallait un clochard qui meurt et qui a un background. C'est-à-dire que le premier clochard, c'est le papa de l'héroïne, et le deuxième clochard, donc du coup, c'est le deuxième black du film. Si tu regardes le film en mode premier degré, comme aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont le voir, ils vont se dire « regarde, les personnages noirs et tout !» Mais c'est pas ça du tout le propos. Le propos, c'est que les démunis, peu importe la couleur, les laissés pour compte, ils meurent. Et Van Damme, il est démuni dans le film. Sauf que lui, il a un savoir-faire supérieur aux autres, il est plus jeune, parce qu'il a eu des casseroles, il a été sorti de son cursus militaire avant les autres. Ouais, mais sur ça, moi, je te rejoins. Mais quand on voit Elijah qui se fait fumer, Elijah, c'est un ancien Marines, et il a un background et tout, sauf qu'il est plus âgé que Chance, tu vois. C'est ça. Mais, et la policière, elle est policière, tu vois ce que je veux dire, et elle te dit, ouais, je sors d'une journée de 16 heures, vas-y, je suis fatigué et tout, tu vois. Et on voit les keufs qui font la grève, mais on sait pas pourquoi ils font la grève, déjà. Mais parce que justement, à la Nouvelle-Orléans, il y avait cette problématique de manque de police. Ça veut dire que, regarde bien, le film te l'explique. La première fois qu'elle vient porter plainte pour récupérer son papa, elle tombe sur la fliquette qui est à l'accueil, et ensuite c'est elle qui est au four au moulin et qui se retrouve avec un gun dans la rue. En gros, le film est toute seule dans le bureau. Et voilà. Tu comprends? Après, je comprends pas la grève. Après, je peux comprendre le fait que, vas-y, ça tire partout dans la ville et que les keufs ne viennent pas parce qu'ils sont en grève. Je peux le comprendre que c'est justifié peut-être comme ça, mais c'est pas expliqué ni par. Si, c'est expliqué à un moment donné où le héros, donc je sais plus, le héros, l'antagoniste, il explique qu'il a les flics dans la poche, sauf elle. Et donc il a le coroner, il a je sais plus qui, mais pas elle. Ouais, mais on voit pas, ne serait-ce que le directeur de la police et tout. Non, on voit pas. On voit juste que
comment on appelle ça là, le gars là, le coroner. Ah, tu me l'as mis dans la tête maintenant. Ouais, mais le légiste, voilà. Et mais on voit que lui, il est dans sa poche, ça c'est sûr. Mais il explique à un moment donné que il va dans certaines régions du monde où la police, elle est moins regardante. Ah ok, d'accord, ok. Tu te rappelles, tu te rappelles de ça? Je voyais plus que on est parti dans certains pays faire des chasses, du coup, mais je voyais pas le côté. Non, ouais, donc quand il y a le nouveau client, il lui explique que voilà, on va dans les endroits où Beyrouth, ex-Yougoslavie, etc. Tu vois. Moi, j'ai compris comme ça. J'ai compris c'est des endroits où. Après, t'as vu. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une zone de guerre un peu. C'est vrai parce qu'il y a le taux de chômage, il est bas. C'est un taudis. On les voit. C'est un taudis. C'est Nouvelle-Orléans. Il y a Baltimore aux États-Unis. Oui, bien sûr. Bon, après, voilà. Moi, ce côté-là, je l'ai pas vu parce que voilà, nous, on a grandi dans cette période-là, dans le sens où même à l'école, on disait ouais, t'as vu, les Noirs, ils meurent toujours les premiers dans les films. C'était une réalité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Des films, même si le Noir survit jusqu'à la fin du film, à la fin du film, va se passer un truc où il va mourir. Malheureusement, c'était comme ça. Je sais pas, c'était des codes. Mais pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était aussi ce genre de personne où je m'identifiais le plus. Tu vois, ouais, tout à fait. Pas forcément le héros. Je peux t'en citer des films, mais c'était vraiment le second perso qui souvent était noir, et je m'identifiais beaucoup à lui. Franchement, je faisais même pas de distinction par rapport à ça. Par rapport aux valeurs, parce que c'est souvent un perso qui va se sacrifier pour sauver. C'est les valeurs qui reflétaient. Je me voilà, c'est ça. Et peu importe sa couleur, hein, peu importe que tu me dis que c'est Crivette ou que tu me dis c'est Nuage dansant dans Dr. Queen, c'était pareil. Je m'identifiais à eux, je m'identifiais même pas au corps, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que je dis dans ce film-là, il n'y a pas d'identification, parce que en fait, il sacrifie pour personne, il meurt parce que. Non, il a besoin d'argent, on est d'accord. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Il propose 100 balles pour remplir un questionnaire. Par contre, la fliquette, je suis désolé, mais sa mort, elle est ridicule. Ouais, elle a arrêté l'école de police. Mais en même temps, t'arrives face à une équipe de professionnels. Tu sais qu'il y a des gars qui se font tuer, mais toi, t'arrives tout seul avec un gun. Et dans une voiture, tu vois, vous êtes 3. Par contre, elle donne lieu à une scène qui est mémorable. C'est quand JC, il lui récupère le gun dans la main et après il flingue le mec. Comme une valse, tu vois. Et il la met de côté, gracieusement. Ah non, c'est $. Et la meuf, elle lui dit, bon, à l'époque, les téléphones portables, ça n'existe pas. Elle a dit, ouais, appelez les secours. Il a dit, elle est morte. She's dead. Et boum, il se barre. Ouais, malheureusement, c'était comme ça. Après, tu fais. Est-ce qu'on peut parler de cette histoire de bécane ou pas, là? Parce que là. Non, on va y revenir après sur les scènes d'action. T'inquiète, on va revenir sur les scènes d'action. Moi, maintenant, ce que je voulais aborder aussi, c'est que le fait que Van Damme et John Woo, franchement, ils sont. En fait, Woo, il a réussi à cerner Van Damme, et Van Damme a cerné la vision de Woo. Ça veut dire que t'as vu le personnage silencieux, qui parle pas très peu, tu vois. Les petites séquences où tu vois Van Damme, il fait le charmeur, il fait des mimiques, des clins d'œil et tout, ça c'est lui qui s'est rajouté. Ça c'est sûr et certain, tu vois. Le fait que quand on voit comme je t'ai dit, sa cuisse, ses biceps et tout, ça c'est Van Damme, c'est rajouté. Mais tu vois qu'il fait un personnage torturé un peu genre silencieux, c'est ce qu'on va voir plus tard dans Volte-Face, où tu vois t'as des séquences où Travolta il ne parle pas, où tu vois t'as Nicolas Cage, quand Travolta et Nicolas Cage ils se regardent dans le miroir, des longues minutes de silence, tu vois. Et je trouve que Van Damme le faisait déjà en fait. Moi j'ai une autre lecture, hein. J'ai vraiment l'impression que justement c'est un mauvais casting pour moi. J'ai l'impression que Van Damme il impose, en fait c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est tellement de l'ego trip il noie un peu ce que John Key il veut faire, tu vois, et ça me dérange. T'as vu, moi je l'ai pas vu comme ça, je l'ai vu vraiment sur le fait que Van Damme il joue bien son rôle, il est un personnage calme. Maintenant ça reste Van Damme parce que si tu lui mets les mimiques de karaté ou de gunfight, oui, mais si on parle du personnage de Chance Boudreau, ouais, c'est un mec silencieux, il a pas de famille, il est vraiment mystérieux, tu vois, il pose l'intrigue et tout. Et John Woo le fait souvent avec ses anciens personnages. Quand tu regardes Chow Yun-Fat, tu vois, il y a des films où tu connais rien, Chow Yun-Fat il va marcher pendant 10 minutes, il va pas parler, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut voir derrière sur ce que John Woo propose. Et quand il a voulu imposer ça aux États-Unis, le fait d'avoir un Van Damme qui est toujours communicant ou qui aime se taper, et là de le voir silencieux et sortir 2-3 punchlines. D'ailleurs, je trouve des fois il sort trop de punchlines un peu comiques. Ça, je sais pas si c'est vous qui les a rajoutés ou pas, mais. Non, je pense pas. T'as l'impression de voir un Marvel aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, il y a une punchline de blague, et même Oncle Douvy, il en sort.
Donc ouais, moi sur ce point-là, je trouve que Van Damme s'en sort bien. Et je trouve dommage que Van Damme et Woz n'ont pas fait d'autres films. Ouais. Par contre, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, c'est la bêta test, gros. C'est la bêta. Vraiment, c'est la bêta. C'est Van Damme, c'est lui qui ouvre les portes aux bugs, etc., qui te montre les bugs, les défauts et tout, mais qui vont être corrigés dans le prochain patch. Et le prochain patch, c'est volte-face. Enfin, mais justement, je pense qu'il y en a pas eu d'autres, justement, parce que le sentiment que j'ai, c'est que John Woo, il a été emmerdé parce que JCVD, c'est une personnalité. Bah oui, en fait, mais après, j'ai pensé comme ça, mais je me suis dit, putain, il a tourné avec Travolta et Cage. Il a réussi à les faire, si tu veux, adhérer à son principe. Mais pourquoi? Regarde, quand tu regardes Volte-Face, d'ailleurs, vous pouvez écouter dans le podcast précédent, il les met sur un pied d'égalité et les deux sont les stars du film. Là, JC, il a vraiment la tête d'affiche. Ouais, pour moi, John Woo est pas une star encore, tu vois. Voilà, mais non plus dans Volte-Face. Moi, je pense pas que dans Volte-Face, il a le pouvoir de dire. Le seul moyen qu'il a de pouvoir imposer ses idées, c'est de contenter tout le monde. Donc, il prend 2 restas et il leur dit, écoutez, vous allez avoir tous les deux. Parce que regarde, à la base, Cage, il voulait pas prendre le film parce qu'il voulait pas être le méchant, blablabla. Et il leur crée un scénario, même si c'est peut-être avant qu'il leur propose, mais le scénario il fait en sorte que tout le monde va briller. Alors que là, JCVD, c'est que lui qui va briller dans le film. Oui, parce qu'il arrive en gros, il lui dit ouais, c'est moi JCVD, t'inquiète, c'est moi qui va faire ton truc. Voilà. Mais si on enlève au-delà, tu vois, il y a eu là les embrouilles pendant le tournage, tu vois ce que je veux dire. Mais dans le film, ça se ressent pas. Mais quand t'apprends en off qu'ils sont embrouillés, que Van Damme a ramené son metteur en scène pour faire plus de séquences sur lui, etc. Franchement, sur le film, ça se voit pas. Tu vois, non, ça se voit pas. Van Damme, il respecte quand même les consignes, il fait son truc, tu vois, et moi, perso, je le vois pas. Après, attends, ça dépend. Hein. Si on avance un peu dans le film, mais voilà, on va spoiler un peu. La scène du cheval où après avoir rencontré Oncle Douvé, JCVD, il part en cheval, imposé par JCVD. Ouais. T'as pas trouvé ça un peu débile par rapport aux mecs qui sont à des hélicoptères et tout? Mais c'est là que tu vois que John Woo est malin, c'est dans le sens quand John Woo est malin. John Woo a voulu mettre un bateau. Il a dit, il veut que cette séquence se passe dans un bateau, d'accord? Ouais. Van Damme a refusé, il a dit, je veux être sur un cheval. Je sais pas pourquoi, vas-y, me demandez pas, il était en Matrix. C'est un malade. Maintenant, John Woo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté cette scène dans Volte-Face, la fameuse scène du bateau. Exactement. Il a dit, je m'en bats les reins. Il a dit, vous voulez pas me la donner là, je vais la mettre un jour. Je m'en fous, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'elle est ridicule, cette scène. Mais ça intéresse. Attends, je te coupe un peu, mais c'est intéressant parce que, rappelle-toi ce qu'on disait dans le podcast précédent. La scène du bateau, elle sort de nulle part. Ouais, c'est vrai, elle sort de nulle part. Et il l'a mis, mais c'était son ego, il a dit. Exactement. Tu vois, quand il fait Volte-Face, c'est comme, si, vas-y, t'as tout prouvé dans ton club actuellement, et là, tu vas signer au Real de Madrid. Et là, tout le monde t'attend, tu vois ce que je veux dire? Et tu veux prouver. Et là, John Woo, il a dit, ok, ça, c'est le film où tout le monde me regarde. Un peu la Tupac, All Eyes on Me, vas-y, let's go. Et là, il avait dit, vas-y, je mets cette séquence du bateau, même si elle sert à rien, parce que les mecs, ils pouvaient se fumer dans le bateau 15 fois. Mais ils sont pas fumés. Et je crois qu'elle avait duré combien? 6 semaines? 6 semaines, je crois, pour faire cette scène. Parce avec de vrais acteurs, exactement, ils ont pas voulu prendre de mannequins. Ouais. Donc tu vois, le gars, il a pris un standing plus haut. Pour qu'on lui impose ces 6 semaines de tournage, c'est que ça marche derrière, c'est que les studios te font confiance, savent que t'es rentable. C'est bon, ouais. Donc voilà, après, maintenant, Van Damme, moi, c'est vrai, il lui a dit la scène du cheval, elle est éclatée. Parce que Lance Henriksen dit, ne le tue pas. Lui, Vosloo, il dit, va, je vais le tuer. Non, il lui dit, non, le tue pas, faut que tu le ramènes à tel endroit. Du coup, ça s'allume aux roquettes, ça tire à la mitraillette, et il n'est pas touché. Vas-y, tranquille, il n'y a pas de souci. moi, ce qui m'a, voilà, écoute, pour te donner mon avis un peu plus profond, ce qui m'a dérangé dans le film, c'est vraiment à partir de ce moment-là où les mecs sont censés être des chasseurs d'hommes. Ils ont donc du coup cette spécialité de pouvoir chasser des ex-militaires, des gens expérimentés. Et quand je vois comment ils règlent le problème de JCVD, par exemple, Oncle Douvé, il arrive, il met une flèche à un moment donné et il tire sur du coup dans le bayou sur ses réserves d'alcool et il enflamme un peu sa cabane. Eux ils disent non, écoutez, ils veulent que on le suive lui, mais il faudrait aller attraper JCVD. Non les gars, non, fumer Oncle Douvé en 2 et aller récupérer le CBD, tu vois.
Il y a plein de trucs où je me suis dit, bon, c'est pas... Parce que après, c'est dedans, c'est Lance Henriksen, c'est lui le chef. Donc c'est lui qui impose, il dit, vas-y, on va pas user des munitions et tout pour Oncle Douvé, un mec qui est en fin de carrière, qui a 70 piges, c'est un spécialiste, il explique qu'il a chassé en Afrique, il a chassé... Donc, et bon, bah écoute, c'est vrai qu'en Nouvelle-Orléans, il a chassé 2 clochards. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'idée de la chasse, c'est de chasser parce que ils sont allés au-delà du lion, du tigre. Ils sont partis sur le truc le plus difficile, c'est-à-dire un soldat. Oui, parce qu'en fait, eux, ils chassent des clochards, mais des clochards expérimentés, donc exactement. des vétérans qui ont fait Vietnam, des vétérans et qui n'ont pas de famille. Voilà. Et donc. Il savait pas que Chance Boudreau, lui, il est pas encore en bout de course, tu vois. Il est encore jeune. D'ailleurs, t'as vu la séquence où il ouvre son dossier militaire? Eh ben, la photo, c'est pas un Van Damme. Non, c'est pas j'ai mis pause, j'ai dit, mais attends, mais c'est Van Damme, là. Ils se foutent de notre gueule, ces salauds. Donc, c'est des petits... Ouais, après, donc, tu vois, on apprend que Boudreau a la médaille, je sais pas quoi, la plus haute distinction chez les Marines, c'est je sais pas quoi. Ouais, ça, c'est un classique. Donc, c'est pour dire, attention, Coco, le mec, il est chaud. Et qu'est-ce que tu penses de l'antagoniste, le deuxième antagoniste, Imhotep? Pour moi, dans ce film, c'est une réussite, c'est les méchants. Les méchants sont une pure réussite. En vrai, Lance Henriksen, il est magistral dedans. Moi, je kiffe sa performance avec ses bruits, ses cris de lion et tout. J'aime trop. Le piano aussi. Ah, le piano. Tu sais que le piano... Tous les méchants qui le piano. Mais il est fort en piano. Mais après, à aucun moment... C'est lui qui joue, apparemment. C'est lui, alors. La légende dit que c'est lui. Ouais, la légende dit que c'est lui. En tout cas, moi, je trouve qu'il joue super bien du piano. Mais après, il faut aller voir les cordes bouger. Je sais pas, j'ai pas réussi à voir. Et non, il est terrible. Et même, attends, c'est quoi son... J'ai oublié son nom, c'était quoi? Même lui, il a un nom un peu... Et t'as vu, il est dans une maison du style bien colonial à la Red Dead Redemption, tu vois, avec la grande ligne droite remplie de... Tu sais, je suis bout avec les arbres. À la Django. Ah non, j'ai kiffé. La maison était charmée. Et tu vois, tu sens que le gars est énervé. Et moi, je trouve qu'il fait le taf de fou. Il fait vraiment le taf de fou. C'est il joue trop bien le méchant. Et son sidekick, Vousselou, trop bien. Il joue Émile Fouchon. Ouais, Fouchon, merci. Fouchon. Et Vousselou, rappelle-moi, il joue qui, s'il te plaît? Parce qu'il adapte souvent un accent russe dedans. Pink Van Cleef. Ah, voilà. Pink Van Cleef. Ouais, mais il fait plus. Enfin, je trouve qu'il fait beaucoup l'accent russe ou vraiment l'accent mec des pays de l'Est, tu vois. Bah ouais, moi j'ai été étonné parce que du coup, bon bah écoutez, j'ai fait mes classes parce que moi ça me fait rigoler parce que pour moi c'est Imhotep et je le vois toujours dire son amour dans la movie. Et alors attendez, je retrouve mes notes, mais c'est intéressant parce que il est africain et donc c'est un Sud-Africain. Si je retrouve mes notes. Moi, le temps que tu retrouves ça, t'as vu Oui, c'est bon, je les ai retrouvés. Et voilà, du coup, il est né à Pretoria et c'est un acteur qui a fait pas mal de films sympas parce que il était dans Hamlet, un des premiers films Hamlet. Il a joué avec Al Pacino, il a joué avec Ridley Scott, il a joué dans G.I. Joe, le réveil du Cobra. Il est dans 24 heures chrono avec du coup notre ami je sais plus comment c'est plus son nom. Nicolas Cage. Non, 24 heures chrono. Avec Sutherland. Oh là là, bon lui. Sutherland de 24. Voilà, il est dans 24, mais moi je me rappelle pas l'avoir vu. Et il est dans Alien 3. Il est dans L'Arme Fatale. On va pas se mentir, il est plus connu pour son rôle d'Imhotep dans la momie, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la base. Même rien quand on le voit maintenant à chaque apparition, tu vas crier Anaxunamun. Je suis désolé. C'est dans les mœurs comme Harry Potter et Frodon, c'est pareil, tu vois. Voilà, mais par contre, il est super crédible. Moi j'aime bien. J'aime bien, et surtout ce que j'aime beaucoup, ultra spoil, c'est comment il meurt. Ouais, il meurt en goat, mais ouais, il meurt en goat. Il a beaucoup de, t'as vu ses apparitions, ses petites pauses, quand la caméra après se tourne, tu le vois derrière, il fait toujours des pauses un peu bien méchantes, un regard bien vicieux. Et non, il méritait peut-être un fight plus prononcé, mais c'est pas lui l'antagoniste principal, donc
on pouvait pas lui laisser. Pour moi, c'est lui qui a la meilleure scène comparée à celle de l'ancienne Rixen. Hein, parce que non, ça, quand il meurt, écoutez, Fouchon, la séquence de fin avec Fouchon, elle est nulle, hein, je vais pas te mentir. Non, elle est éclatée. Lui, il a la meilleure scène, je vais t'expliquer pourquoi. Et pourquoi, encore une fois, je vais faire le parallèle avec Volte-Face, ils ont la même séquence dos au mur. Exactement. Et le même dialogue. 2-3 punchlines pendant qu'on recharge. Oh là là, mais c'est pour ça que t'es mon gars, toi. C'est pour ça que t'es mon gars, j'ai noté ça. Tu vois? J'ai noté ça. Et déjà, tu vois, c'est en prémisse, c'est une ouverture à Volte-Face, tu vois. Et bien avant cette scène-là, t'as la séquence des pigeons colombes qui arrive aussi. Tu vois? Des pigeons colombes. Donc déjà, c'est pour ça que je dis que ce film, c'est une bêta à Volte-Face. Attends, tu casses pas les couilles que, attends, il met des pigeons en blanc, il met pas des vrais colombes, hein, c'est des pigeons blancs. Et Van Damme a le pouvoir de communiquer avec elle, hein. Elle lui parle, elle lui explique. Pareil pour trouver l'indice qui a tué le père de Nat. Bah, c'est la colombe qui lui dit, regarde le truc qu'ils ont les militaires là, je sais plus le nom. L'identification là. Le Dog Tag. Voilà. À cause de Metal Gear, ça. Tiens, je vais aller sur la scène du crime et voir s'il y a un vrai Dog Tag et tout. Et en plus, il se prend une raclée là-bas. Mais bon, bref. Bizarrement, il aurait pu gagner, mais c'était fait exprès. Ouais, il se fait marbrer. Donc ouais, tu vois, donc déjà, pour moi, Billy Zane, ils ont un gunfight de ouf. Van Damme a 2 guns. D'accord, tu retires la double gun, l'autre il a son gun aussi, tu vois. Donc on est encore sur du volte-face, tu vois. Et puis il y a un truc aussi, c'est quand du coup Van Damme il récupère son fusil à pompe. J'ai vraiment trouvé ça stylé. Je sais pas pourquoi. Oui. Vraiment, il met un kick et récupère le pompe face exactement. Un des méchants lambda là. C'est ça. Il y a 2 phases. Il y a celle-là et il y a la deuxième quand il récupère son pompe chez Oncle Douvé. Ouais, ça j'ai pas compris cette scène. Par contre, faut m'expliquer. Alors, tu l'as vu quand tu regardes l'Extended. À un moment donné, il souffle sur le pompe. Ouais. Et quand il souffle sur le pompe, il va voir toutes les morts que a provoqué l'antagoniste. En gros, c'est pour montrer, écoute, avec cet outil-là, je vais faire ma revanche. Sauf que c'est pas vrai, parce qu'au final, il l'utilise pas contre... Ouais, c'est vrai, il perd rapidement, en fait. Il prend un bombe noire, bien énervé. Et c'est grave dommage qu'il termine pas, Billy Zane avec, et l'autre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, comme quoi, j'avais pas compris cette séquence, il souffle. Je dis, ok, tu nous montes ton pompe, il a l'air bien nul. Moi, j'aurais préféré que quand il souffle sur le pompe pour finir, hein, on voit des souvenirs de lui à la guerre, qu'il l'ait utilisé, et que c'est son truc. Voilà, mais bon, en tout cas, voilà. Après, Billy Zane, tu vois, je dis quoi, Vosloo. Moi, je trouve que c'est lui qui a la meilleure séquence pour terminer. Et ouais, et c'est vraiment des ouvertures à volte-face, quoi. Tu vois, c'est le fait que toutes ces séquences sont rajoutées avec les pigeons et les scènes d'action. Et après, il y a un truc qu'il faut répéter aussi. Les front flip, back flip, là, ils sont bien énervés. Tu vois, tu sens que c'est une vraie bêta, tu vois, tu sens c'est un truc trampoline et tout ça. Ouais, par contre, ils sont mieux placés que dans Volte-face. Ils sont mieux placés, mais l'utilité. Non, pareil. L'utilité, pourquoi? Là, il est entre 2 gunfights. Après, tu vois, il fait un saut périlleux d'une compétition au JO, tu vois. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Mais d'ailleurs, attends, est-ce que c'est pour ça que je te dis, il a vraiment comment on appelle upgrade dans volte-face, mais surtout il a lifté, tu vois, tout ça. Il a dit vas-y, on va c'est vrai. Là-dedans, l'action, ça va être ça. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est une bêta. Mais parce que attends, il faut se dire les choses. Ça veut dire que les artistes martiaux asiatiques, je l'avais dit dans volte-face, ils ont ce savoir-faire. Ça veut dire que j'ai même l'impression qu'on leur dit écoutez, c'est un gunfight freestyle. Ouais. Et là, mais par contre, JC, il apporte un truc qu'il n'y a pas dans volte-face, c'est le mix entre les combats au corps à corps et avec des armes à distance. À un moment donné, il met des combos entre le fusil à pompe et ses coups de pied, et j'ai rarement vu ça dans des films. C'est le meilleur moyen, pardon, excusez-moi, c'est le meilleur moyen de les introduire de le corps à corps et la distance. JC, c'est le meilleur pour ça. Il est trop fort. Le problème avec JC, c'est
c'est qu'il fait jamais de chorégraphie. Dans tous ses films, il fait jamais de chorégraphie. Il fait pas. C'est vraiment, je balance un kick, je balance un coup de poing. Il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de résistance, sauf généralement sur certains boss final, entre guillemets. Et encore, ils ont quand c'est Bolo Young, tu vois, Bolo Young, il a dû s'appliquer avec lui un peu, tu vois. Ou son gars le belge, là, le marocain. Ouais, voilà. Parce qu'ils se connaissent par cœur, donc ils savent comment créer ce genre de truc. Et à un moment, il tue une espèce de pseudo-version de Schwarzenegger avec son cigare. Je sais pas si tu fais attention. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et il prend le gun à l'envers et il tire comme ça, tu vois. J'ai kiffé. Donc je me suis dit, ça s'arrête là. Mais non, Van Damme, faut qu'il arrive devant lui et qu'il lui balance un pied sauté pour que son cigare se barre pour le tuer. Le mec, il s'est mangé 18 balles. Mais faut que tu le finisses avec un coup de pied. Mais ça, c'est la signature Van Damme. C'est le signature move. Il est obligé de le mettre. Il dit... Le public aime mon signature move quand je lève ma jambe, je fais mon coup de pied retourné et tout. Mais ça marche, parce que pour de vrai, j'ai bien aimé. C'est pour ça, moi je kiffais quand j'étais petit. J'ai kiffé. Et même là, j'attendais que ça. Parce que c'est aujourd'hui. À l'époque, il y avait 40 000 imitations du coup de pied retourné. Et Van Damme, c'était le seul qui était vraiment bien en extension, etc. Tu vois. Après, moi, si tu veux, moi, le mot de la fin, là, vraiment, pour terminer. Voilà, la dernière fois, on a commencé à terminer, Keanu Reeves sur John Wick et sur son, combo gun et corps à corps. Moi, je trouve que là, sur ce film-là, c'est mieux fait. Pourquoi? Parce que, Van Damme, il en fait pas trop. Il te met un coup de fusil à pompe. T'es déjà mort, on voit que l'adversaire il est en train de tomber, mais par contre il place son coup de pied sauté pour te terminer. Alors que je trouve que dans les films d'aujourd'hui, les mecs ils arrivent, ils te tirent jambes, genoux, bide, et après ils te mettent un combo, mais t'es déjà mort, tu vois. Et j'ai bien aimé que Van Damme, lui, il en fasse pas trop, il place juste son coup de pied. Un des défauts qu'il y a avec les films d'aujourd'hui, c'est que c'est les acteurs qui suivent pas ce genre de choré en fait. Ouais, c'est ça. Ils ne suivent plus du tout en fait. Et c'est dommage en fait. Il y a des belles choses comme dans John Wick, mais on voit que Keanu Reeves est fatigué, tu vois. Non, il n'a pas les moyens physiques. On voit que Denzel est fatigué, tu vois. Ce genre de film, c'est plus pour eux. Et Liam Neeson est fatigué aussi, tu vois. Un des défauts que je pouvais reprocher aussi à Van Damme, c'est que pour moi, dans ce film, il aurait pu faire plus de cascades lui-même. Et on voit souvent les doublures, des fois pour certaines séquences. J'ai trouvé ça nul quand même. Je dis, franchement, Jean-Claude, t'aurais pu en faire celle-là. Écoutez, on vous mettra quand même on vous mettra la séquence de la moto pour le fait. Il a des séquences kitsch aussi, tu vois, le fait dès le début au port, quand la meuf elle vient le chercher. Il lui dit que je peux pas travailler avec toi, je dois aller travailler en mer. Donc après il se fait recal. La meuf elle a eu le temps de faire le tour. Je sais pas de quelle pirouette il a couru pour se mettre derrière les barils. Et quand les barils se lèvent, tu le vois, il est là. Il est là, il est un beau gosse, slow motion. Il se téléporte avec son 3/4. Finalement, je peux travailler pour toi, mais faut que tu me payes $218, un truc comme ça pour 2 jours. Il demande pas beaucoup en plus le ouf. Hein. Ouais, tu vois, il va s'embarquer dans une mission périlleuse, mais le mec il demande. Après, les pauvres $200, peut-être c'est quoi? Non, pour lui, il pensait qu'il allait lui faire la visite de la ville. Hein. Il pensait pas que c'était une mission périlleuse. Ouais, après, ils allaient enquêter quand même. Elle a dit, ouais, mon père a disparu, etc. Ouais, mais voilà, il est peut-être sa clochard qui avait disparu, tu vois. $200 de l'époque, c'est peut-être $2000 d'aujourd'hui, je sais pas. C'est ça, c'est ce que je me dis aussi, pas. Mais il y a un petit truc sympa aussi. T'as vu quand Elijah il se fait fumer, avant qu'il se fasse fumer, il parle à des mecs dans la rue, aidez-moi. Ouais. Et le gars avec qui il parle, c'est le frère Sam Raimi, celui qui joue le gars dans Gardien de la Galaxie là. C'est celui qui siffle. Ah, d'accord, je savais pas. Pas Booker. Ouais, avec la crête. Voilà, c'est ça. Et bah c'est lui. Il lui dit non, j'ai rien, laisse-moi. Et en fait c'est son frère. Et Sam Raimi aimait beaucoup placer son frère dans des. Ah, tu connais le piston quoi. Ouais, normal. Et regarde, encore une fois, tu vois, il y a John Woo qui, on avait dit par rapport aux pigeons et aux colombes, il y a aussi les bécanes. John Woo rajoute beaucoup de bécanes et tu vois la fameuse scène de la bécane. Là, on peut s'attarder dessus. Elle est bien énervée quand même, celle-là, tu vois. Ah ouais, celle-là, non, franchement. La meuf qui tient le guidon et que Van Damme, du coup, tu sais pas, il sort une MP5, tu sais pas à quel moment il la péta, tu vois. J'ai essayé de regarder à quel moment il la péta, mais. Non, je vois pas. Et puis surtout, c'est pas lui. Parce qu'avant qu'il parte en bécane, il avait le gun de la policière, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Et après. Et là, dans l'action, ben, il se retrouve face à face avec un autre motard et il l'allume. Je me dis, mais attends, il a pris où? Et même dans la version longue de la version longue, ben on voit pas où il le prend. Non, c'est vrai.
Je sais pas, perso, peut-être c'est encore une fois peut-être ça a été coupé. Ouais, c'est dans la cut de la Snyder Cut de la Snyder Cut. De la Snyder Cut. Bon, la fameuse rencontre avec Oncle Douvé. Les gars, en VO, cette rencontre, elle est magnifique. Mais Abdel, dis-nous l'anecdote que tu m'as dit en off. Oh là là, bah écoutez, quand ils vont se rencontrer, pour prouver qu'ils sont des Français, ils vont chanter frère Jacques. Donc ils se tiennent la main et ils disent frère Jacques. Et non, mais franchement, quand j'ai vu ça, magnifique. Alors, tu l'as laissé celle-là, tu vois. Ah, mais écoutez, promis, à partir de là, voilà, je vous mets l'extrait. Good whiskey, Jack Rabbit slapped a bear. Let's get to. Chance? Yeah. Chance. Ton nom pas changé, Chance. Moi non plus, Douvet. Chance. You come to see your Uncle Douvet. Chance. 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 Alouette, chante, alouette. Alouette, chante, plumerie. Qu'est-ce que c'est ça? Natacha, my Uncle Douvet. Chantez-moi bien. Non, c'est ça. Et Oncle Douvé, il essaie de parler français. Il Oh dit là que de la on comprend rien. Et bah, tu vois la fameuse séquence où il tire à l'arc sur son truc d'alcool. Il marmonne un truc, mais je pense qu'il a voulu dire bande de FDP salopard, mais il dit bleu 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 bleu. Et là, J'ai rien compris quand il tire. Je dis, non, mais il est sérieux, il a vraiment lâché une phrase au pif, ils ont vraiment gardé, quoi. Il n'a pas dit couper, on refait. Non, Ah non, parce qu'ils ont rien à foutre. J'ai trop aimé, j'ai dit, waouh. Mon petit fou putain. Et après, donc du coup, cette séquence, bah regarde après comment il y a une autre séquence qui va suivre, encore plus énervée. Le truc, ça explose, les méchants sont tous énervés. Et là, t'as Lance Henriksen, il est énervé comme ça et tout, Fouchot, il est énervé. Il prend un gars lambda, il lui met une balayette. Mais pourquoi? Pourquoi il lui a mis une balayette? Il a dit, je vais lui mettre une balayette. Je sais pas si ça a été rajouté ou pas. Non, mais cette balayette, elle est incroyable. Et après, tu vois les autres, ils regardent, ils se disent, mais attends. Et il dit, allez-y et tout. Ouais, il lui met une balayette magistrale. En fait, c'est des balayettes à l'ancienne, c'est hélicoptère, là. Oh non, trop bien. Tu sais, les trucs que tu fais, tu sais, quand t'es en salle de gym ou sur de l'air. Ouais. Tu mets une petite balayette comme ça. Tu sais, tu veux pas le balayer, tu veux le contrôler quand il tombe. Mais c'est là que pour moi, Lance Henriksen est supérieur à Van Damme sur certaines choses. Le moment où il prend vraiment feu. Tu vois? Et on voit bien sa gueule qui prend feu. Je suis sûr que c'est lui, il a dit, moi je suis pas un bolos, j'ai pas besoin de doublure. Mais mettez-moi du truc, je vais prendre feu, y a pas de souci. Et là, tu vois, il prend feu, il s'arrête comme ça, il crie, il fait ses cris de lion. Après, il enlève sa veste. Non, j'aime trop. Ouais, mais c'est un peu cringe, hein. Moi, j'ai trouvé ça cringe. Justement, moi, j'ai kiffé parce que c'est des expressions un peu, tu vois, et parce que c'est un chasseur, d'accord. Et je pense, je sais pas. Non, mais elle est gratuite. Moi, j'ai trouvé ça gratuit quand il était en feu. Et je me suis dit, oui, mais je pense que c'est celui qui a voulu la faire. Parce qu'ils à ce moment-là, tu vas prendre en feu. Mais je vais te montrer que moi, je suis un vrai méchant et que je suis vraiment chaud. C'est moi qui va prendre feu. Il n'y a pas de doublure. On voit que son blouson, il est ultra doublé et tout. Et je pense aussi que ça fait écho à ce que Van Damme a dit quand il dit je veux plus de je pense que Van Damme, dans ce moment-là, il a dit je veux plus de séquences. Parce qu'il a dit à Dronou, je veux plus de séquences de moi. Les gens vont payer pour venir me voir moi au cinéma. Ils vont pas venir voir Lance Henriksen. Et je pense que c'est ça pendant le tournage. Je sais pas. Après, c'est moi qui spécule. L'ego, ouais. Mais je me dis peut-être que lui, il a dit ah ok, tu veux faire le malin, bah je vais te boire dans ton film en fait. Tu vois. Ça m'étonnerait pas parce que maintenant que je fouille un peu les archives du Hollywood, là, ouais, il y avait beaucoup de batailles d'ego, et d'orgueil. Ouais. C'est pour ça qu'après aussi, il y a un peu de la misogynie, tu vois, quand la meuf, justement, elle est dans la fin, elle fait face au mec, et elle a un gun derrière, tu vois, et lui dit, ouais, bizarrement, le méchant, il dit, ouais, t'es qu'une salope, ou je sais pas, un truc comme ça, et là, boum, elle lui tire dans les couilles. Ok.
Et t'as Oncle Douvy qui court, il lui enlève le gun, genre en disant ouais, c'est pas pour toi, fillette, reste derrière moi, tu vois ce que je veux dire. Par contre, ça, j'ai pas compris du tout, moi. C'est Van Damme, c'est les hommes, on est plus fort, on vous protège. Ouais, en gros, soyez belles et taisez-vous, quoi. C'est pour ça que les femmes n'ont pas à être violentes. Je sais pas, elle s'est défendue parce que le mec il l'a tué. Et je me suis dit peut-être c'est moi qui ai pas compris, mais c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai pas du tout compris pourquoi il lui enlève le gun et pourquoi. Si je regarde, les femmes elles sont toutes planquées au second rôle et je pense que dans les films de Van Damme c'est toujours comme ça. Van Damme il a jamais eu de femme avec lui à ses côtés qui était plus ou moins qui savait se taper. Ouais, une femme forte, ouais. Il y a toujours des plantes, entre guillemets, qui, il est trop beau, vas-y, je me soumets à lui, tu vois. Je pense aussi qu'il y avait ça aussi, tu vois. Souvent, c'était, s'il y avait des meufs qui avaient du caractère, je pense sûrement à Double Impact, ou la meuf en face, là, qui était bien musclée, bien énervée, tu vois. Ça jouait aussi. Mais ça justifiait qu'elle était musclée, c'est pour ça qu'elle était forte. Ouais, il fallait qu'elle soit masculine pour qu'elle ait un peu de crédibilité. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Mais tu vois, encore une fois, le comportement de Van Damme, je pense que c'est lui qui veut aussi ça. Mais tu vois, il est neutre. Et quand tu vois en off qu'il essaye de la gérer, parce que Van Damme doit toujours gérer ses conquêtes. Hein, ça, toujours non, mais il le fait dans la version longue. Justement. Ouais, et on a la fameuse scène avec le serpent qui est super bien faite. Oh putain, non. Parce qu'il lui dit, ferme les yeux si tu me fais confiance. La meuf, elle kiffe et tout. Et elle commence à préparer ses lèvres. Et là, en fait, tu vois, il y a le serpent derrière. Et là, t'as Van Damme qui l'attrape, Jack, et qui lui met une patate, tu vois, pour l'assommer. C'est trop bien. Sauf que voilà, normalement, il a déjà couché avec elle dans la version. Oui, dans la version. Voilà, donc, là, tu vois, le fait qu'ils remettent cette séquence, si tu me fais confiance, je sais pas si elle a été rajoutée entre deux ou après cette séquence ou si non, mais c'est drôle parce qu'après le serpent il est réutilisé pour attaquer un ennemi. Moi j'aime bien ça. Pour moi, quand tu lui arraches la queue, le serpent il doit mourir. Je sais pas, c'est pas vite. Je sais pas. Il dit qu'on a 2 heures d'avance, tu vois. Je sais pas. Maintenant, j'ai noté aussi un truc. Encore une fois, c'est qu'une supposition. Et je sais pas, tu vas me dire ce que t'en penses. Mais pour moi, Léon Kennedy de Resident Evil 4, c'est une copie de Chance Boudreau. T'as pas remarqué? Il fume des mecs. Regarde, il vide son chargeur sur des mecs. Imagine les mecs, c'est des zombies. Et à la fin, c'est comme si t'avais le X qui s'activait devant toi. Et boum, coup de pied retourné. Et tu regardes les séquences de Van Damme. Pour moi, je voyais Léon Kennedy dans Resident Evil 4. Alors là, maintenant que tu le dis, c'est vrai que quand t'as plus de munitions, là, et que le mec il arrive sur toi, Léon il met tout le temps un coup de pied circulaire. Ouais, voilà, c'est vrai ça. Pied circulaire. Et de tension, tu vois. Et je dis, pas parler que c'est Léon Kennedy. Et c'est en revoyant le film récemment, je dis, mais c'est du plagiat, mec. Ils auraient dû l'appeler Chance Boudreau, tu vois. Mais c'est au-delà de Chance Boudreau, c'est vrai que ce coup de pied là, parce que en vrai de vrai, Léon aussi, il était si pragmatique qu'il le pense. Ce coup de pied-là, il est trop ouvert. Ça, c'est un JCVD kick. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il est... Moi, franchement, il passe une dizaine de fois dans le film. C'est vrai que... Mais c'est là que j'ai aimé Van Damme. Pourquoi? C'est sa capacité à être polyvalent, dans le sens où soit il faisait des films vraiment où il était basé sur le combat, tu vois. C'était que ça, ces films, tu vois. Et grâce à John Woo, pour moi, il a commencé à faire du gunfight, gunfu, comme ils disent, tu vois. Ça tire et je mets 2-3 kicks aussi, tu vois. Et... Ouais, mais moi, c'est pas là où je l'attendais. Hein. Franchement, je pense que c'est pas son. Pour moi, c'est pour ça que je dis c'est une bêta. Parce que si tu regardes en volte-face, il n'y a pas d'arts martiaux. C'est vraiment du gunfight. C'est pour ça qu'il arrive à sublimer Travolta et Cage. C'est parce qu'il n'y a pas d'arts martiaux. Mais Van Damme, il réunissait les deux déjà. Mais je pense qu'ils n'avaient pas encore la formule où lui, peut-être, John Woo ne voulait pas mettre cette formule karaté gun parce qu'il voulait vraiment faire un film de gun et que c'est Van Damme qui lui impose les scènes d'arts martiaux. C'est pour ça que je dis, ils n'ont pas la formule encore. S'il l'aurait eu, parce que regarde quand tu vois un peu Christian Bale dans Equilibrium, tu vois, on kiffe, mais pourtant c'est les mêmes séquences, dans le sens où il y a des mecs qui ont des guns, Van Damme il arrive avec ses guns, double gun, il tire, boum, patate, il y a des mecs qui arrivent, je bloque. Et c'est juste qu'ils n'avaient pas la formule. On est en 94. Tu vois, on est encore dans... Il n'y a personne qui révolutionne le genre d'action. Mais pour moi, ce film, j'en suis sûr qu'il a inspiré plein de choses derrière. Mais après, Equilibrium, ça découle de Matrix. Matrix qui découle de John Woo. Et donc, au final, John Woo, il n'a pas réussi à perfectionner son art. C'est ça, en fait. Et c'est ce qui est bien dans le cinéma. C'est qu'on prend un truc et on l'améliore et on le bonifie, tu vois. Mais on oublie jamais de citer la source. On dit ouais, ce film, c'est vrai. C'est pour ça que je vois pour moi ce côté de Van Damme, il est
Et il est pour moi top, mais c'est juste qu'il savait pas le gérer. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, comment on appelle ça, Chasse à l'homme, c'est deux films différents. Dans le sens où la première partie, jusqu'à la fameuse scène de la moto, c'est un film un peu d'action, on joue sur les émotions, je recherche mon père et tout ça. À partir de l'action, à partir de la séquence de la moto, c'est un film what the fuck. Il y a que des scènes de guns, d'explosions et tout. Il y a plus rien, il y a plus de dialogue, il y a plus rien. Vraiment, l'émotion et tout, fuck you, ça existe plus. Et la fameuse, tu vois, comme tu disais que tout à l'heure, Vosloo, il se fait fumer. T'as vu? Il récupère une grenade. T'as vu? Il récupère la grenade qui tombe, Van Damme, quand il tue Vosloo. Exact. Après, il l'attache, et quand tu vois, il l'attache, il serre, tu vois tous ses biceps, tu vois, qui se contractent et tout. Et tu vois, limite, il a envie de regarder la caméra et de dire, ouais, t'as vu? Vous avez payé pour ça, c'est pour vous les femmes, tu vois. Ouais, j'aime bien, même moi j'aime bien. Donc t'as Hendrickson qui arrive, qui voit son gars qui est mort, et là d'un coup il pète un câble, il commence à faire ses cris de lion, ses rugissements, il tire dans le vide et tout, tu vois, il tire partout. Le mec, faut préciser dans le film, il a un gun avec une seule balle. Vraiment une seule balle. Donc il arrive à tuer Van Damme, il est calé derrière. D'ailleurs, pour la petite info, c'est un pistolet qui est soi-disant capable de tuer des éléphants. Ouais, c'est ça, c'est le fameux. C'est l'éléphant de killer, ouais. Et on a Van Damme qui est caché derrière le mur avec un pompe balle chargée, tu vois. Et il le laisse tirer comme ça en l'air et tout. Il lui dit ouais. Et là, t'as Hendrickson qui tire, qui fait des signes de rock et tout. Il fait, tu sais, le signe des métalleux et tout. Et Van Damme derrière qui siffle, là, tu sais, qui fait son cri de pigeon, là, d'appel de pigeon. Wesh. C'est là que tu vois que le film est dans une autre dimension. Et je vois, c'est n'importe quoi, c'est chambé. Mais voilà, après, c'est pour ça que je dis le film est vraiment coupé en deux pour moi. Ouais, je pense que Van Damme, il a mis vraiment un peu trop il a imposé un peu trop sa marque de fabrique parce que on voit qu'il est limité. Ouais, et John Key, il arrive aux États-Unis, franchement, c'est un cadeau empoisonné, on lui donne JC, il sait qu'il va faire des vues, mais il sait très bien que derrière, il va devoir faire ce que le mec, il a envie. Mais tu vois, Van Damme non plus, il est pas derrière tout le temps en train de parler, tu sais, il a pas les scènes de dialogue. Non, ça va, il joue son rôle de Charles Boudreau. Mec calme, ancien Marines, etc., tu vois. Il s'est quand même mis à la contribution du film, mais il aurait pu se mettre encore un peu moins en avant, mais voilà, moi je dis ça, mais je suis un ingrat. Je t'aurais dit le contraire s'il l'aurait pas fait, je t'aurais dit Van Damme il est pas assez en avant. Donc voilà, écoute, moi pour conclure vraiment l'émission, je te dirais dans le sens où, conclure cette partie-là, pour te dire que se sont rencontrés à la mauvaise période. D'accord, ouais. Et c'est pour ça que je dis c'est dommage qu'ils n'ont pas fait plusieurs films juste après, que John Woo a compris les mécaniques d'Hollywood et qu'on lui a laissé faire son truc et que peut-être Van Damme, un peu en fin de carrière, tu sais, comme un peu Stallone avec Copland, je me dis vas-y, peut-être Van Damme en signant avec John Woo, il va cartonner en faisant un deuxième film. Et c'est là que pour moi, Piège à Hong Kong, qui fait avec Tsui Hark, ça aurait dû être avec John Woo, ou alors il aurait dû faire un film avant, et c'est Van Damme qui impose Tsui Hark au studio d'Hollywood pour faire Piège à Hong Kong. Et c'est là que tu vois tout le côté sublime de Van Damme. Et j'ai un regret dans le sens où il n'a pas fait d'autres films avec John Woo. Parce que ce film-là, c'est une bêta, et j'aurais voulu voir le produit fini entre les deux. Tu vois, Van Damme Prime, on va dire fin Prime 2000. Et John Woo 2000, c'est consécration avec Mission Impossible, tu vois. Je crois que Mission Impossible, c'est un peu 99, 98, je crois. 99, je crois, ouais. Donc voilà. C'est juste ça mon seul regret. Et moi, je vais conclure l'émission sur ça. Maintenant, ABD, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, moi, je voulais conclure l'émission sur. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où pour moi, JC, il est pas du tout adapté au cinéma asiatique. Ça veut dire que si c'est un réalisateur ou un metteur en scène asiatique qui va du coup dans les gunfights demander un échange, ça veut dire que Volteface qui fait le sel du film, c'est l'échange entre Travolta et Cage. Et JC, il aime pas ça. JC, il aime dominer, à part si c'est avec des ennemis du coup choisis. Donc si c'est pas Bolo Yeung ou son gars du Maroc, il échange pas. Dans ce film-là, il échange pas, il met une raclée littéralement à tout le monde. Et JC, c'est ça. Et moi, j'aime bien pour ça. Et par contre, ce que j'aime avec Tsui Hark, John Woo et d'autres qu'on va aborder sur le podcast, c'est ils arrivent toujours à nous mettre un antagoniste, et le climax c'est un duel entre deux personnes de quasiment des mêmes niveaux. Mais JC, c'est pas ça son truc. JC, c'est je te casse la gueule et voilà. Pour argumenter juste pour ça, regarde Piège à Hong Kong.
et que tu verras que Jean-Claude Van Damme s'est grave adapté aux scènes de gunfight. Et dans Piège à Hong Kong, il a des séquences, surtout la fameuse scène dans le bateau entre les cargos là, et tu verras qu'il s'est adapté. C'est pour ça que je rebondis sur ça, c'est parce que je trouve qu'il s'est vraiment adapté, il s'est amélioré sur les scènes de gunfight, et il en fait après d'ailleurs dans Risque Maximum en France et tout, il met plus de séquences de gunfight dans ses films, justement dans ces années 98, 99, 2000, et voilà pourquoi je dis qu'il s'est adapté. Il a vu que ça changeait, que les arts martiaux c'était plus trop ça, qu'on rentrait dans le film bourrin, avec les films comme Hit et tout, des films vraiment d'action. Et voilà. Bah écoute, c'est vrai que je me rappelle plus. Mais de toute façon, ça viendra dans les. Voilà, non, même ça, de toute façon, tôt ou tard, on les fera. Hein, donc, on n'oubliera pas de faire mention de cette intervention-là. C'est bon pour toi? Oui, mon gars, c'est bon. Bah, écoute, c'est tout pour nous. Hein. Merci à vous d'être là. Je voulais faire une spéciale dédicace à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des retours et à nous suivre et dans les nombres d'écoutes et tout. C'est vrai. Je voulais vous remercier par rapport à ça. Vraiment, ça fait plaisir. Ça montre que voilà, ce qu'on taffe, ça commence à faire lentement et sûrement son petit chemin. Donc vraiment, je voulais vous dire un grand merci. Pareil, hein, moi je suis vraiment très touché par votre investissement, que ce soit sur les stories, sur Instagram, etc. Et surtout, voilà, moi je vous encourage à regarder les films comme nous. Je vous encourage à vivre du coup l'aventure All Geek parce que c'est vraiment marrant. Et surtout ce film-là, vraiment, hein, je dis pas ça pour que je veux pas vous manipuler, mais il faut le voir parce que c'est vraiment drôle. Vivez l'aventure avec nous, les gars, et puis suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. On vous attend, pas de soucis. Instagram, All Geek Podcast. Et à tout le reste qui suit derrière. C'est ça. En tout cas, ABD, merci pour tout. Je te dis merci à la prochaine. Toi, frérot. Yes. Prends soin de toi. Ciao, ciao à tout le monde. Peace. Nothing in common with those people. What made you want to complicate my life like this? Poor people get bored too. You seem to have a real talent, Mr. Boudreaux, for attracting violence. Does that make me a bad person? Careless is what you are, Randall. Careless and stupid, and now you're sorry too. What kind of a name is Chance? Well, my mama took one. This is New Orleans, Mr. Zanan, not Beirut. If you understand me, just grunt. You're not angry with me, are you, Pick? I don't get angry. I'm a professional. I said get lost. Now take your big stick and your boyfriend and find a bus to catch. Randall, I come back here. I cut me a steak. Hunting season is over. Looks like you're short an ear, so you better listen very carefully.